Alors celui que nous allons accueillir maintenant nous est familier. Depuis plusieurs années, il accompagne régulièrement nos rendez-vous professionnels et nous permet de mieux comprendre certaines des grandes tendances de la société française. Sociologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF CNRS, Jean Viard est un des grands spécialistes français de la question des temps sociaux, notamment des vacances et des loisirs. Son dernier ouvrage, Le triomphe d'une utopie, Vacances, loisirs, voyages, la révolution des temps libres, c'est l'intitulé, revient d'ailleurs en détail sur l'évolution de notre rapport au temps. Nous sommes ici chez lui à Marseille, ville où il est très impliqué et il nous fait l'amitié d'être là pendant les 3 jours. Il va nous accompagner, il va se livrer pendant ces 3 jours à un exercice particulier. Avec son regard sur les choses souvent décalées, toujours singulier, il va nous faire partager ses réflexions au travers d'un billet, d'un éditorial. C'est le moment de l'écouter. Je vous demande d'accueillir Jean Viard. C'est vrai que ce serait pas mal l'escalier au milieu. Hein. Ouais. Ça fait du bien, hein, merci. Bon, bonjour, c'est vrai qu'on se connaît pas mal et qu'on est dans une journée difficile où la culture de la mort, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois, devient une des cultures du champ politique. Et n'oublions pas qu'au fond, ce sont des enfants élevés dans nos écoles qui ont été tués d'autres de nos enfants. Et que ces assassins, c'était des enfants de l'école de la République, c'était des enfants de nos quartiers. Donc la question, elle est dans nos sociétés, elle est entre les sociétés. Et c'est les deux qui font rupture en ce moment. Ce n'est pas le sujet de mon intervention, mais c'est quand même se dire que c'est ce fond du monde qui change si vite et où certains ne trouvent pas leur place, sur lequel on doit essayer d'avoir une pensée. Parce qu'au fond, si vous voulez faire la guerre, faire la police, mettre de la sécurité, tout ça, il faut le faire mieux et plus. Mais un monde a besoin d'être mieux pensé. La place des uns et des autres. La bataille, et j'y reviendrai après-demain sur le voyage, la bataille, au fond, pour que tout le monde voyage. Parce que, même dans nos sociétés, il y a 40% des gens qui ne partent pas en vacances, il y a 16% des Français qui n'ont jamais découché, et je ne pars pas, évidemment, des pays en ce moment où, de plus en plus, on ne pourra plus aller en voyage. Parce que peut-être qu'on a un peu oublié qu'aller chez l'autre nécessite qu'il puisse venir chez nous, et qu'effectivement, cet art de l'échange était à l'origine même de ce qui nous motive du voyage, de la rencontre des hommes et de la rencontre des cultures. Donc, réfléchissons aussi à ces choses-là. Mais aujourd'hui, pour ouvrir, je voulais vous parler du temps, du bonheur. Au fond, vous voyez, j'ai mis une cravate noire, chacun trouve ses signes, mais je vais quand même vous parler du bonheur, de l'allongement de la vie, du fait qu'au fond, ce qui change dans notre monde, c'est bien sûr la révolution numérique. Mais pourquoi on a tellement eu besoin de la révolution numérique ? Mais c'est parce que la vie s'est allongée d'une façon absolument extraordinaire. Vous savez qu'on a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre, 11 ans depuis 1981. On est dans une société où on travaille 12% de son existence. On travaillait 40% il y a un siècle. Donc la place du temps de non-travail est devenue absolument considérable parce que la vie s'est allongée, parce qu'on fait des études, parce qu'on prend la retraite, parce qu'on travaille avec une telle intensité, une telle productivité, que c'est en dehors du travail qu'on se régénère. C'est le voyage qui nous forme. Où est-ce qu'on a appris à se servir d'Internet ? Qu'est-ce que vaudrait un salarié qui ne regarderait pas la télévision, qui ne voyagerait jamais, qui ne serait pas connecté ? Il serait inemployable. Donc le hors-travail, ce qui est notre champ ici, c'est-à-dire le champ du temps libre, le champ du voyage, le champ de la rencontre, sont en fait les vrais moteurs de la mutation de nos sociétés. Et c'est ça qui a complètement changé. Vous étiez les acteurs, j'allais dire, d'une petite fenêtre. On avait inventé une petite fenêtre à compter du monde du travail pour partir en vacances. Après, vous connaissez 36, je ne vais pas vous raconter toutes ces histoires. C'était un petit moment, c'était au fond une récompense. D'ailleurs, les chômeurs au début n'y avaient pas droit. On se disait, pourquoi un chômeur partir en vacances ? C'est vrai, il ne travaille pas. Bon, on voit bien comment toutes ces choses ont changé. Et aujourd'hui, on est dans une toute autre époque. C'est le travail qui est une partie du temps, mais c'est le hors-travail qui le restructure. Et c'est ça qu'il faut avoir dans la tête. Une société où il y a deux forces en dialogue. Et la question qui va nous être posée dans les années qui viennent, c'est comment ces deux forces en dialogue, elles vont aussi être un dialogue des deux côtés de la Méditerranée. Vous savez, j'y reviendrai mercredi, mais moi je suis allé en Algérie, par exemple, discuter avec les autorités, comment on peut y développer le tourisme. Comment vous voulez développer le tourisme en Algérie s'ils ne peuvent pas venir en France ? Voilà. Alors, des chiffres un peu comme ça, vous aimez mes chiffres en général. Bon, donc je vous ai dit qu'on avait gagné 20 ans d'espérance de vie. Ça en fait du temps pour voyager, ça en fait du temps pour se rencontrer. On travaille 12% de sa vie. Il y a un chiffre que j'adore pour vous montrer à quel point les mutations du monde sont rapides.
Il y a 25 ans, 30 ans, il y avait 10% des bébés qui naissaient hors mariage. On est à 60% en Europe, en France. Dire que la structure la plus fondamentale des sociétés, non pas que la famille a explosé, pas du tout, la famille est redevenue à la mode, mais c'est une famille sans institution, c'est une famille sans mariage, où la majorité, 60% des enfants sont hors mariage, où un mariage sur 2 dans les grandes villes est défait avant 5 ans. Donc une société de la discontinuité, c'est ça qu'il faut réfléchir, et cette discontinuité associée à la liberté. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je prends les chiffres de la famille, parce que c'est vous qui faites des enfants en mariage, c'est moi. C'est pas. L'autre jour, j'étais à l'union patronale et je leur dis attendez, c'est pas les minettes de 68 en mini-jupe, c'est vos femmes et vos filles qui font des enfants. Donc ça veut dire que nous sortons des institutions que nous avons construites. La société est sortie des mots que nous avons inventés pour la pensée, la classe, la nation, la patrie, tous ces mots qu'on ne voit pas, Dieu, tous ces mots qu'on ne voit pas. On en est en train d'en sortir. C'est pour ça que les gens ont peur, c'est pour ça qu'il y a des fascismes verts, c'est pour ça qu'il y a d'autres formes de totalitarisme partout. C'est parce que quand les sociétés sortent des mots qu'on a faits pour les penser, eh bien effectivement, les gens ont peur, et ils ont raison d'avoir peur. Les plus fragiles, ceux qui n'ont pas les clartes, ceux qui n'ont pas fait les études, etc. Donc comprenons ces peurs aussi et comprenons ces changements. Donc bon, la vie s'allonge, on fait 45 km par jour, on fait 8000 fois l'amour pour faire 2 enfants. Nos grands-parents faisaient 1000 fois pour en faire 8. Nos arrière-grands-parents. Vous vous rendez compte l'énergie que vous dépensez? Considérable. Le tourisme est le cœur de la vie érotique. La plupart des jeunes filles découvrent le sexe pendant les vacances, pendant la mobilité du tourisme. C'est plus les fêtes votives. On gagne 6 heures de vie par jour. On perd ses parents à 63 ans. Vous vous rendez compte une société où on perd ses parents à la retraite? On mène toute sa vie d'adulte sous le regard de ses parents. C'est quoi être adulte dans cette société? Avant, on héritait vers 40 ans. Et donc, à 40 ans, on changeait de vie. On héritait, les parents ne vous regardaient plus. On disait, être adulte, c'est savoir se reproduire et savoir gagner sa vie. C'était la définition qu'on avait. Aujourd'hui, c'est vers 26-27 ans. 90% des jeunes de 28 ans ont un CDI. Donc, on a une période qu'on s'est mal pensée avant 26-27 ans. Et puis, d'un coup, après, la vie démarre, plus tard qu'avant. Mais c'est normal. On a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre. Ne les mettez pas à la fin, ces 20 ans d'espérance de vie. Une grande partie, c'est au début. La jeunesse s'allonge, se diffracte, se diffuse. C'est tout ça qu'il faut regarder. On est grands-parents à 53 ans, donc on a une fin de vie compliquée. Donc il y a toutes ces nouvelles étapes du temps, si vous voulez, et qu'il faut que vous réfléchissiez. Parce que vous vous êtes développés parce qu'on avait du temps. Du temps pour voyager, du temps pour aller dans les lieux culturels, du temps pour aller au congrès, du temps... Donc toute cette société-là est une société du temps nouveau. Je dis toujours, rappelez-vous que vous vivez 700 000 heures. Vos grands-parents ont vécu 500 000 heures. Vous avez gagné 200 000 heures d'espérance de vie. On estime que c'est le temps d'augmentation d'espérance de vie entre la naissance de Jésus-Christ et notre époque moderne. On était déjà arrivé à gagner 200 000 heures, mais en 2000 ans. Nous, on l'a gagné effectivement en moins de 100 ans. Et ça va continuer, sauf catastrophe, sauf effectivement non-maîtrise des processus climatiques. Vous vivez 700 000 heures, vous travaillez 70 000 heures, vous faites 30 000 heures d'études, passez 200 000 heures au lit, il faut être au lit de temps en temps quand même, et vous passez 100 000 heures devant la télévision. Mais il vous en reste du temps. C'est-à-dire quand vous avez fini de dormir et de travailler, c'est-à-dire que vous avez passé 300 000 heures à faire ça, il vous reste 400 000 heures pour faire autre chose. C'est pour ça que tout se diffuse, tout se diffracte. Quand on dit par exemple, les gens ne vont plus dormir à l'hôtel, ils vont utiliser des systèmes d'échange. Oui, mais en fait, ils vont bouger de plus en plus. La question des professionnels, c'est de se placer dans un monde qui s'élargit, dans des voyages qui augmentent, dans des jeunes qui vont partir plus tôt. Bien sûr que mes gamins, quand ils vont à un concert en Belgique, ils y vont avec Blablacar, évidemment, mais sinon, ils n'iraient pas. Encore que les miens, ça irait peut-être. Mais je veux dire que, disons que les copains, les 6 qu'ils ont mis dans la voiture de leur mère en partageant l'essence, ils n'iraient pas au concert. Donc, on est dans cette société. Pensez en termes de société des vies complètes. Pensez en termes dans une vie aussi longue, on a plusieurs chances. C'est pour ça que cette société est discontinue. Mais ce n'est pas un malheur. Les institutions, les mondes politiques, les syndicats, ils ont du mal à comprendre qu'au fond, ce qu'on veut, c'est pouvoir changer. Mais ce qu'on veut, c'est décider de changer. Et pas que ce soit l'autre qui décide à votre place. Mais vous savez, quand vous avez une vie aussi longue, vous pouvez retenter votre chance n'importe quand. En amour, au travail, en voyage. Vous pouvez aller pendant 10 ans en Espagne et puis ne plus jamais retourner en Espagne. Vous pouvez décider de venir visiter Marseille et de dire « Ah, ben je ne vais plus retourner, etc. » Bon, vous avez sans arrêt des possibilités de changer de stratégie. Je préfère, et j'entends Madame l'élu qui dit « Non, non, revenez à Marseille. » Elle a raison, revenez à Marseille. J'ai été élu à Marseille, je me suis battu pour la transformation du Vieux-Port et Dieu sait si on a transformé cette ville d'une façon absolument merveilleuse, même si une partie de cette ville fait partie de ceux, effectivement, qui n'accèdent pas au voyage, et y compris
de ces enfants dévoyés qui sont en train effectivement de tenter parfois de nous tuer. Donc tout ça est compliqué. Et donc cette vie-là, cette vie longue, c'est une vie d'aventure, c'est une vie discontinue. Et au fond, si je peux dire ça aujourd'hui, mais c'est une vie où pour la comprendre bien, je trouve que le mieux c'est d'écouter les enterrements. Vous voyez, quand j'étais jeune, on ne racontait pas la vie des gens dans les enterrements, parce que tout le monde connaissait la vie des individus qu'on enterrait. Aujourd'hui, c'est indispensable de raconter la vie des gens, parce qu'effectivement, ils ont fait des choses tellement différentes que personne ne connaît toutes les étapes de la vie. Et même dans les églises, on raconte la vie des gens, on vient témoigner. C'est ça, cette société de discontinuité, de temps long, de mobilité, de rupture. Et c'est une société où le monde du tourisme, au fond, on a suivi un fil. C'est pas forcément nous qui l'avons inventé. Ça s'est fait un peu tout seul. C'est comme la Nationale 7 sous De Gaulle. Vous savez, elle était toujours trop courte. Chaque année, il rajoutait des kilomètres, et puis on arrivait à Montélimar, et puis on n'était toujours pas arrivé à la mer, et puis bon. Et chaque année, il travaillait, puis il y avait toujours des bouchons, quoi. Rappelez-vous Aix-en-Provence, dans notre métropole, puisque maintenant nous avons enfin une métropole. Aix-en-Provence, traverser Aix-en-Provence dans les années 60, c'était absolument dramatique. Heureusement, on fait le tour des choses. Donc voilà, cette question, c'est à comprendre que le temps est notre nouvelle frontière. Vous savez, longtemps, le monde a travaillé sur l'espace comme frontière. Mais l'espace, aujourd'hui, c'est ridicule. C'est une petite planète écologiquement solidaire, y compris pour le meilleur et pour le pire, qu'on voit tous les jours à la télé, et qui, de toute façon, est insécable, ne fût-ce que pour des raisons écologiques. Par contre, le temps qui était une question purement philosophique, on laissait le temps aux philosophes, on laissait le temps aux prêtres. Le temps, maintenant, effectivement, devient l'acteur central de la vie publique. La pensée écologique, c'est une pensée du temps. Louis XIV ne s'intéressait pas au rôle de Louis XVI, il n'avait pas l'idée de ce qui allait se passer plus tard. Nous, on est obsédés par ce qui va se passer plus tard. Et heureusement. Mais pourquoi ? Mais parce que la vie s'allonge, parce qu'on va de plus en plus vite, parce qu'on veut faire plusieurs choses en même temps, parce qu'on est dans une société de multi-activité, d'extrême densité, où d'ailleurs, sans doute un jour, un de vos grands enjeux dans vos métiers, ça sera d'apprendre à ne rien faire. Ça sera de faire des séjours sans téléphone portable, sans Internet, sans rien faire. On est tellement densément agité en permanence qu'effectivement, on ne s'en rend même plus compte. Et d'ailleurs, les gens, souvent, ils voyagent, mais en fait, ils sont tellement liés par Internet à leurs copains, leurs copines, leurs SMS et tout, qu'on n'est pas très sûr qu'ils regardent ce qu'il y a autour d'eux. Tellement ils sont dans cette projection à partir de leur territoire d'origine. Et dans cette société du temps, comme ça, évidemment, avant, on était des sédentaires. Et il y a eu des migrations, mais les quartiers rouges, c'était finalement des paysans dans la ville. Ils étaient partis d'un village, ils allaient dans un quartier à côté d'une usine, la Maison du Peuple, le Parti communiste en général, et puis ils ne bougeaient plus. C'était un village reconstitué. Nous, on n'est pas dans cette culture. Le tourisme a appris la mobilité, a appris le voyage, a appris le retour. Très important, le retour. Et donc, toute cette culture de la mobilité, cette idée d'associer mobilité et liberté. Mobilité, liberté et individu, parce que le voyage est un acte individuel. On a construit des nouvelles catégories mentales. On n'a peut-être pas fait assez d'efforts pour les démocratiser. Depuis 30 ans, on ne progresse plus en matière de démocratisation. Or, c'est à vous de vous battre. Vous êtes des professionnels, d'abord parce que vous avez des clients, mais aussi parce que c'est des principes. Vous voyez, je me bats avec le président de la République en lui disant qu'il faut instaurer le voyage en France à 16 ans pour tous les jeunes. La France, pour l'aimer, il faut la connaître. Il y en a qui la connaissent, il y en a qui ne la connaissent pas. Il faut généraliser le voyage en France à 16 ans. C'était un des grands rêves du 19e siècle et de Georges Sand. Mais il faut effectivement venir sur ce sol-là, comprendre qu'on est dans une culture de la mobilité parce qu'on a du temps. Et que ce temps, effectivement, il nous mène à la mobilité, il mène aussi la société à se diffracter. Parce qu'effectivement, avant, on était organisé par le temps social. Je suis postier, je suis ouvrier, je suis dentiste, j'habite un quartier, j'ai un groupe social, j'ai une femme qui correspond. Aujourd'hui, les femmes travaillent à plus de 80%. Le temps privé domine le temps public. Je vous ai dit qu'on travaille 12% de son temps. Donc, le 88% du temps est privé. C'est du temps que je consacre à mes croyances, mes activités, mes plaisirs, le vélo, la religion, l'islam, la bicyclette, la haute montagne. Chacun a un paquet de pratiques qui le constituent, qui le définit. Et donc, comment on organise ce type de société ? Sur quel type de lien ? Comment on essaye que, si vous voulez, Victor Hugo disait toujours, il y a des moments, effectivement, où la foule écrase le peuple. C'est comme ça que naît le fascisme. C'est quand le peuple se déstructure comme groupe, ou quand on va le déstructurer, comme on a fait en Irak, en déstructurant un pays. Et après, il reste qu'une foule. La foule, ça a peur, la foule, c'est dangereux, et la foule, effectivement, s'il n'y a pas de structure, ça se livre à des extrêmes. Et ce qui fait que cette société n'éclate pas complètement, c'est bien sûr la révolution informatique. Il ne faut pas l'apercevoir. Ma grand-mère, avec ses 2 bœufs dans les Vosges, elle n'aurait eu rien à faire d'un téléphone portable ou d'Internet. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle en fasse ? Si on a inventé ces objets, si on a inventé des nouveaux usages des vieilles choses, parce que qu'est-ce qui est nouveau dans la révolution informatique ? C'est l'idée des liens.
Parce que sinon, les objets techniques ne sont pas phénoménalement inventifs. Ce qui est nouveau, c'est cette idée du lien, c'est que je me déplace avec le lien, etc. Et cette révolution informatique, elle permet le lien de ces individus mobiles. Parce que si ces individus mobiles, rappelez-vous les cabines téléphoniques au bord des rues, quand il fallait qu'on cherche tout le temps une cabine, on était déjà mobile. Qui va chercher le gamin à l'école? Je suis en retard à Tempolo, il doit sortir à 4h30. En plus, maintenant, c'est 3h. Bientôt, on vous fera sortir. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut travailler maintenant. Enfin, c'est un peu compliqué. Et donc, on est là dans des processus où, heureusement, que le lien informatique est arrivé. Parce qu'il nous permet une multitude de mobilités, parce qu'on reste en permanence en contact les uns avec les autres. Et donc, du coup, on a inventé des objets techniques parce qu'on était mobile. C'est la culture qui dirige, c'est pas l'objet technique. L'objet technique répond à une demande culturelle. La demande culturelle, c'était le temps long, la mobilité. On a inventé l'objet technique, et l'objet technique accélère la mobilité, crée des inégalités. Encore qu'il y a sur cette planète 7 milliards de téléphones portables. Il y a 4 milliards de connexions Internet. Donc en même temps, si vous voulez, ce qui est fantastique, c'est que ça bouscule les sociétés, mais dans des tas de coins où il n'y aura jamais un poteau électrique. Ils ont quand même le téléphone portable. Donc il n'y a pas les mêmes chemins pour rentrer dans la révolution numérique que celle qu'on pourrait penser. Regardez ça notamment, bien sûr, en Asie et dans certaines parties de l'Afrique noire. Et donc il faut comprendre tout, si vous voulez. Mais ils sont gigantesques. Ils mettent le proche et le lointain à côté. C'est quoi d'être lointain aujourd'hui? C'est quoi le lointain? Comment ça fonctionne? Évidemment, ce n'est plus la même question. Donc, si vous voulez, je m'arrêterai là-dessus, mais cette société, ce qui la transforme, c'est la place qu'ont pris les modes de vie. La société d'hier était dominée par la production, la société agricole, la société industrielle, la société de fonctionnaires. Tout ça, c'était des choses très utiles, bien sûr. Mais sur le reste, bien sûr, il reste en France 320 000 paysans. Il y en avait 3 millions à la Libération. Il reste un certain nombre d'ouvriers, mais c'est que 14% de l'emploi. Ça pourrait être 15%, ça serait parfait. Enfin, le monde n'est plus un monde de production des objets. Le monde est un monde de production des usages. Et la production des usages, elle se fait par l'éducation, elle se fait par la capacité à ne pas posséder, elle se fait par le fait, effectivement, que c'est le lien qui se crée. Mais ce qui est marrant, quand vous regardez, Blablacar, on la cite tout le temps, mais ce qui est intéressant, c'est que Blablacar, c'est à la fois un rapport culturel à l'objet voiture réutilisé parce qu'on y fait monter des gens, c'est un objet économique parce qu'on gagne de l'argent, et c'est potentiellement un lieu de rencontre de gens qui vous ressemblent. Il y a des gens, on voit bien qu'ils ne feront jamais dans Blablacar, vous voyez, ils n'ont pas le look, quoi. Bon, peut-être ça viendra. Il y en a d'autres, ils ont plutôt le look. Vous avez plus de chances, quand vous avez un concert avec des gens à Blablacar, d'aller au concert avec eux et d'aller boire une bière qu'avec d'autres, bon, etc. Donc ça crée des groupes, ça crée des grappes de communautés culturelles, etc. Et donc ça transforme les liens de la société. Mais parce qu'il y a un bénéfice économique. Il n'y a pas une société du partage comme ça. De même que 74% des gens ont acheté l'année dernière un objet d'occasion. Mais cet objet d'occasion, il le réutilise avec le fait qu'il est d'occasion, qu'il a été porté, qu'il a été utilisé. Et en même temps, personne n'aime plus les vieilles armoires normandes. Donc on a changé complètement là-dessus. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ce mouvement, cette vitalité qui crée les crises, qui crée les morts qu'on pleure aujourd'hui, et qui crée en même temps la capacité, comme toujours avec l'humanité, de trouver des solutions à l'ensemble de ces drames. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, il y a une formule que j'utilise souvent, j'ai dit c'est une société du bonheur privé et du malheur public. Nous sommes heureux. Nous n'avons jamais été autant heureux. Notre espérance de vie augmente, le taux de mortalité des bébés, même en France, et on n'a pas été en avance. Et elle s'est absolument effondrée. On est soigné, on est éduqué. Vous avez votre gamin, on peut discuter, tout ça, mais dans toutes les villes, on vous les prend à l'école. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on ne vous demande rien. Il y a des pays, avant de vous soigner, on vous demande si vous avez un bon de prise en charge. Il faut quand même regarder les fondamentaux. Une société aussi bien équipée dans les trucs centraux que sont la santé et l'éducation, et même la sécurité, même s'il y a des drames comme celui de l'autre jour, regardons. Mais par contre, effectivement, on a un grand désespoir d'horizon. C'est ça qui est compliqué. Parce que pour l'instant, on avait un horizon. C'était le progrès. C'était le progrès social. Aujourd'hui, c'est quoi l'horizon? Comment on fera terre commune? Est-ce qu'on saura maîtriser ça? Est-ce qu'on va avoir la puissance pour le faire? Est-ce qu'on va arriver, au fond, et je m'arrêterai là-dessus, vous voyez, le fascisme précédent, on l'a cassé avec la guerre, mais aussi avec l'invention de la sécurité sociale. C'est-à-dire, on a inventé un modèle de solidarité nouveau, qui a permis effectivement que les conflits épouvantables de l'entre-deux-guerres soient, au fond, occultés. Mais ça, on l'a fait dans nos sociétés. On n'a pas su le faire aujourd'hui si on ne sait pas le faire entre les sociétés. Si on n'invente pas les solidarités. C'est pour ça que j'aime beaucoup Borloo avec son histoire d'électrification de l'Afrique. L'enjeu aujourd'hui, au fond, c'est d'inventer la sécurité sociale entre les pays. Et le voyage, il est au cœur de ça. Parce que ce que nous vendons, c'est des gens qui vont d'une culture à une autre.
Alors, on a fait un boulot fantastique. Vous savez que 74% des restaurants parisiens sont des restaurants de cuisine étrangère. C'est-à-dire, le voyage, c'est aussi ça. C'est qu'à Marseille, vous avez quasiment toutes les cuisines. À Paris, bien entendu, dans toutes les grandes villes. Ça n'existait pas avant. Il y avait quelques communautés qui avaient leur cuisine. Donc, ça veut dire que le voyage, il est dans les deux sens. On va à l'extérieur et l'extérieur vient chez nous. Mais à condition, et ça, je dis souvent ça à mes étudiants, pourquoi tu ne prends pas des nems avant ton cassoulet? Il me dit non, je ne prends pas des nems avant le cassoulet. Le jour où je vais au cassoulet, je prends un cassoulet. Le jour où je mange des nems, je mange des nems. C'est ça la question. C'est comment on va d'une culture à une autre et chaque culture se sent protégée dans son identité. C'est ça qu'on doit apprendre à faire de façon à ce que personne n'ait peur. Mais je vous parlerai du voyage mercredi matin. Au revoir. Jean, à toi de jouer. Merci. Bon, vous n'êtes pas très nombreux, mais vous applaudissez quand même très bien, donc au fond, l'essentiel y est. Bon, alors, comme vous n'avez pas lu mon livre, je ne vous poserai pas de questions, et donc j'essaierai de faire le lien avec ce que j'ai dit l'autre jour. Donc l'autre jour, au fond, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, le tourisme, ce nouveau rapport au temps et à l'espace, ça a développé une société de mobilité, une société, au fond, où on a associé mobilité, individu et liberté. Et ces trois mots fait qu'on s'est arraché d'un monde sédentaire et que d'abord on est parti en voyage, puis en vacances, puis on s'est mis à déménager, puis on est devenu des individus fondamentalement mobiles dans nos cultures, dans nos convictions, dans nos manières de vivre, dans nos lits, etc. Quand on fait une fois l'amour, forcément, ça amène à certains changements. Bon, donc on est là dans cette société. Mais en même temps, on est dans une société en rupture, parce qu'évidemment, dans les quartiers, par exemple, c'est quoi la libido dans les quartiers populaires ? Vous avez un quart des logements occupés par des femmes seules avec enfants. Elles, 73% n'ont pas de relation sentimentale. C'est quoi la libido des jeunes de banlieue? Ceux qui sont allés assassiner, justement, le cœur de la classe créative à Paris. C'est quoi la vie dans les pays du Sud? C'est quoi l'imaginaire du voyage, de la mobilité de l'individu en Algérie, en Égypte, à Cuba? Donc, c'est toutes ces questions que ça nous pose. C'est-à-dire, au fond, il y a eu un temps du voyage, où on a ouvert le monde au voyage, on a ouvert nos sociétés avec le voyage, on est passé d'une société de production, de sédentarité, à une société de mobilité à tous les niveaux de nos vies et de nos sociétés. Et puis on se tourne vers une deuxième période, c'est qu'on n'est plus dominant dans le monde suffisamment pour imposer nos valeurs à tout le monde. Et comment est-ce qu'on fait pour à la fois continuer à voyager et puis pour donner du sens à ce qu'on fait? Et comprenons bien que cette société, c'est une société du temps long, du travail court, je vous ai dit, dans lequel les vies sont discontinues, dans lequel il y a une nouvelle classe qui porte les sociétés. C'est le cœur de celles qui voyagent. Quand on dit qu'il y a 1 milliard de touristes internationaux, ce qui est un chiffre énorme, parce que je vous rappelle qu'il y avait 60 millions de touristes internationaux en 68. Ben, c'est 1 milliard, mais en fait, ce n'est pas 1 milliard de gens, parce qu'il y en a beaucoup qui ont voyagé plusieurs fois. Et puis, il y en a beaucoup qui n'ont pas voyagé du tout. C'est comme en France. Vous avez 40% des gens qui ne partent pas en vacances. Et vous avez 30% des gens qui sont partis 4 ou 5 fois. Donc il y a des inégalités énormes dans l'ensemble de ces pratiques sur lesquelles on s'est peut-être assis parce que comme le secteur se développait, au fond, c'était les inégalités sociales, ceux qui ne partent pas, écoutez, on a d'autres problèmes, il y avait toujours des clients, les Chinois qui arrivent, les Japonais, etc., les center parks, le tourisme urbain, les grandes expositions, on avait sans arrêt des nouveaux jeux, des nouveaux enjeux, et au fond, on a vu là-dessus. Mais au fond, on arrive au moment où on a ouvert le monde, avec la mondialisation, avec le tourisme, avec les voyages, avec Internet, avec tout ça, et donc les écarts s'écartent. Les écarts augmentent dans nos sociétés et entre les sociétés. Et quand les écarts augmentent, ben on ne peut plus voyager comme on avait voyagé avant. Il faut se redemander pourquoi on voyage, il faut se demander quel est le sens, il faut se demander quel combat il faut mener, à quel endroit et à quel moment. Parce qu'au fond, avant, le voyage, c'était une façon de sortir de sa société. C'était ça le voyage au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, même encore au XXe siècle. On allait vers des pays qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas New York avant d'y arriver, on ne connaissait pas les pyramides. Donc, maintenant, en gros, avec la télévision, moi, quand je suis allé en Égypte, j'avais l'impression de circuler avec mon Tintin à la main, parce que c'est vraiment très, très précis, Tintin, par rapport quand on est à Luxor. Donc, on voyage dans un dedans. Et aujourd'hui, le monde est clos. C'est notre prison, comme dit Virilio. On est enfermé à 7 ou 8 milliards dans un monde qui circule, dans un univers sans limite.
Et la seule chose sur laquelle on peut se battre, c'est le temps, la vitesse, l'allongement de la vie, etc. La vitesse des transports, le fait de faire 4 choses en même temps, de téléphoner de sa voiture, de manger dans les fast-foods, etc. Et donc cette humanité enfermée, elle est en train d'inventer la mondialisation par la rencontre, bien évidemment, c'est ça qui est en train de se passer, mais peut-être qu'elle a un peu perdu le sens du voyage. Alors permettez-moi de vous rappeler, pourquoi est-on parti en voyage? Parce que dans toutes les sociétés, il y a des gens qui se déplacent. Le pouvoir se déplace, les prêtres, les nobles, et puis les pauvres se déplacent, les errants, les masses errantes qui cherchent de l'emploi. On les voit maintenant, qui traversent la Méditerranée, mais il y en a toujours eu des masses errantes considérables. Et puis à un moment, il y a des gens qui se sont dit, et au fond, ils se sont dit quoi? Ils ne se sont pas dit, on va aller voir le coucher de soleil sur l'Acropole. Ils se sont dit, on parle de la philosophie des Lumières. On pense qu'on peut aller vers des sociétés démocratiques. On pense qu'on peut aller vers des sociétés laïques. On nous le raconte. Mais si on nous le raconte pour demain, est-ce que ça a existé hier? Avant la naissance du Christ, est-ce qu'il y avait des sociétés où il n'y avait pas de monothéisme? On nous raconte qu'il y a des pays où c'était comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir. Les premiers voyageurs, ils se posaient des questions philosophiques. C'est pour ça, effectivement, qu'ils sont allés à Rome, et puis qu'ils sont allés après à Athènes, et puis qu'ils sont allés en Égypte. Ils voulaient vérifier qu'on pouvait vivre dans des sociétés qui n'étaient pas des sociétés monarchistes et qui n'étaient pas des sociétés du Dieu unique. C'était donc bien une question fondamentalement philosophique qui permettait ensuite d'aller vers la révolution politique. Parce que si ça a déjà existé, ça peut à nouveau exister. C'était ça la question des voyageurs. Alors bien sûr, ce voyage du XVIIIe, celui qui invente le mot honorable de voyage, au XIXe, ça va changer. Le XIXe, c'est effectivement, on découvre au fond le tourisme. Et on sait très bien l'opposition entre voyage qui est élégant et tourisme qui est populaire, qui est consommateur, etc. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Au XIXe, ce qui se passe beaucoup, c'est que c'est une culture de la restauration. Et donc là, au fond, les voyageurs, moi je dis souvent, on a mis Versailles sur roulette. Parce qu'une station touristique, c'est Versailles. On se rencontre, on est entre soi, on danse, on boit, on fait l'amour, et puis au moins on n'est pas embêté par les autres. La seule chose, c'est qu'on a coupé la tête du roi. Mais au fond, Versailles, c'est la première grande station touristique. Et après, on a multiplié cet équipement, effectivement, à travers les stations, etc. Mais c'est la même chose. L'art du corps, un corps qui n'est pas un corps de travail, ce n'est pas le corps de l'ouvrier bien appuyé sur ses 2 pieds, c'est le corps de l'artiste, de l'intellectuel, le corps dansant, le corps aimant, etc. Bon, et on va voir le tourisme, petit à petit, aller vers ça. Bien sûr, au bout, il y a le Club Méditerranée, qui est une sorte de Versailles, évidemment, tout à fait important. Donc là, on a un nouveau voyage. C'est ce voyage vers la station, c'est ce voyage ludique, c'est d'ailleurs celui souvent qui va conquérir des espaces magnifiques, notamment avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations. C'est aussi un voyage à contre-saison, ils n'ont pas la climatisation, donc ils vont aller dans le sud en hiver, parce qu'il y fait moins froid. Ils vont aller effectivement, quand il fait très chaud, ils ne vont pas venir en Méditerranée, ils vont aller effectivement plutôt sur les plages de l'Atlantique, et donc on est tout à fait dans une logique évidemment saisonnière et climatique, qui n'est pas tout à fait la nôtre, et puis c'est le soin, l'invention du soin du corps, l'invention de la santé, donc tout le rôle des eaux, etc. Vous savez très bien, si vous avez lu Proust, qu'on envoyait les dames, et les messieurs les rejoignaient après. À Marseille, on faisait exactement la même chose. Les messieurs, d'ailleurs, dans la bourgeoisie, étaient bien contents que leurs femmes soient un peu à la campagne, ça permettait de s'occuper davantage des soubrettes. Donc on avait un équilibre qui fonctionnait assez bien dans toutes ces villas. Et puis, bien sûr, ces gens-là étaient des gens de la rente foncière, et donc ils allaient vers leur château parce qu'ils allaient ramasser leur rente. Donc au moment des récoltes, d'un coup, ils allaient vers leur propriété rurale pour vérifier l'engrangement des rentrées de récolte, puisque en France, la rente foncière a dominé la rente industrielle jusqu'à la guerre de 40. Et puis, voilà, c'est ça le 19e siècle, tout ça. Avec les jeunes Anglais, qui se mettent à inventer le mot tourisme, mais eux, c'est des businessmen. Eux, ils font le voyage que feront plus tard leurs bateaux et leur business. Donc, on se dit à un jeune, c'est comme nous on fait avec Erasmus, écoute, tu es dans le business en Angleterre, il faut que tu connaisses Marseille, Istanbul, New York, et que ces villes, que quand ton bateau il arrive à New York, tu es dans ta tête une image de New York, que le banquier avec qui tu feras des affaires, tu ne le reverras jamais, il n'a pas le téléphone et tout, mais tu l'auras connu. Donc, on fera des liens de confiance. C'est ça l'invention du tourisme, c'est du business. Et puis avec le mythe de l'Orient qui nous a bien quittés, puisque je vous rappelle que le XIXe siècle a été bâti sur l'idée que l'Occident avait perdu ses valeurs, mais inventé la production de la révolution industrielle, et que l'Orient n'était pas rentré dans la révolution industrielle et qu'il avait des valeurs. C'est bien loin de ce qu'on pense aujourd'hui, même si le fait que l'Orient ne soit pas entré dans la révolution industrielle est malheureusement en grande partie toujours vrai. Donc, mais
On ne le met plus en haut en termes d'honneur, on le met en bas. Donc c'est un changement absolument radical. Bon, le 19e siècle, le 20e siècle, au fond, ça a été ça. Au fond, c'est un tourisme qui est un peu parallèle à la révolution industrielle, qui est même un peu parallèle à la colonisation. Je veux dire qu'il y a des pays qu'on colonise, il y a des pays qu'on visite, mais le droit au voyage, on l'impose. On considère qu'on est en droit d'aller partout. Et c'est comme ça qu'on atteint au tourisme de masse, qu'on atteint effectivement à l'économie qu'on connaît ici particulièrement au Maghreb, et qui est effectivement, où on dit toujours, oui, mais ça crée de l'emploi, ça fait 10-15% de l'emploi, etc., ce qui est vrai. Ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse, etc. Alors après, il y a des endroits comme en Espagne où ça a permis effectivement de faire tomber le régime franquiste, et donc le tourisme a servi à ouvrir la société. Moi, quand je conseillais le président du Club Med, je lui disais toujours, chaque village devrait avoir une école et un collège. Il faut qu'on forme les enfants d'ici. Il faut qu'autour d'un village du Club Med, il n'y ait pas un seul enfant qui ne sache pas lire. Ce qui vaut particulièrement au Maroc, qui est un pays où le taux d'analphabétisme des enfants reste considérable, ce qui est quand même tout à fait surprenant quand on voit ce qu'on voit par ailleurs sur le Maroc. Et donc, il faut qu'on ait ces enjeux. Il faut qu'on regarde les sociétés d'accueil. Parce qu'à un moment, ces sociétés d'accueil, elles trouvent plus légitime qu'on y aille. Et encore, là, j'ai parlé que du travail. Je n'ai pas parlé de mon dernier voyage au Sénégal et des jeunes femmes à 10 € qui attendaient devant l'hôtel, et je ne suis pas allé en Thaïlande. Donc il y a aussi toute cette prédation sexuelle et physique, où plus on va interdire la prostitution en Europe, plus on fera du tourisme sexuel. C'est pour ça que je suis très réservé, je l'ai dit à la ministre, je lui ai dit, vos politiques sur la prostitution, réfléchissez-y à 2 fois, vu le prix des low cost. Et donc on est là sur des questions. Comment on va respecter les pays qui accueillent ? Comment on va organiser le fait qu'il faut que ces gens aient des avenirs et des projets, et que le tourisme, ce n'est pas simplement un petit emploi, c'est aussi l'idée que ces enfants vont progresser, qu'ils feront des études, qu'un jour, eux aussi pourront voyager. Vous savez, en 1930, j'avais fouillé les archives, j'étais pas dans 1930, mais j'ai fouillé les archives de la paroisse d'Apt. Il y avait les premiers touristes qui arrivaient à Apt. Et dans les archives de la paroisse, il y avait les discours du curé le dimanche. Et il disait aux gens, ces touristes-là, un jour, vous aussi, vous partirez. Mais les gens d'Apt, en 1930, l'idée qu'un jour ils seraient touristes, ils trouvaient quand même que leur curé était extrêmement visionnaire. Et il leur disait, accueillez-les bien, parce que regardez comment ils fonctionnent, regardez comment ils s'habillent, regardez leur comportement, apprenez et vous utiliserez. Et ça, c'était le curé qui avait évidemment tout à fait en avance sur ces différentes questions. Alors, aujourd'hui, on a 3 possibilités. Soit on voyage entre nous. On peut aller au Japon, les Américains peuvent venir chez nous. Bon, ça, en gros, ça marche bien. Parce on part des 2 côtés. D'ailleurs, c'est des pays où on est d'ailleurs généralement merveilleusement accueillis, même si certaines régions américaines, on dirait des fois qu'on est le premier touriste. Mais enfin, c'est certaines régions un peu reculées. Mais bon, entre nous, ça va. Après, on aime bien les dictatures. Le tourisme a toujours été marié avec les dictatures. La dictature, ça admet de l'ordre. Cuba, la Tunisie, l'Égypte, tout ça. Il n'y a que l'Algérie. Il y a un régime plutôt autoritaire, mais le tourisme ne marche pas, mais c'est beaucoup lié aux dernières choses de la guerre civile. Mais vous savez, le tourisme avec l'Algérie, il est essentiel. Parce que les jeunes qui nous entretuent là, c'est souvent des enfants d'Algériens. Le lien entre la France et l'Algérie, il faut remettre de l'huile. D'ailleurs, avec la Tunisie, on l'a fait. Une grosse partie des gens qui vont en vacances en Tunisie sont liés aux diasporas tunisiennes, soit parce qu'ils sont d'origine descendants pieds noirs, soit parce qu'ils sont descendants d'immigrés tunisiens. Et donc là-dessus, il faut se poser ces questions. Je pense que l'ouverture du lien, la réouverture du lien entre la France et l'Algérie, c'est un moyen de détendre l'ambiance dans nos banlieues. Il faut penser l'ensemble des sujets. Parce qu'on ne peut pas être dans cette situation où eux, pour avoir un visa là-bas, c'est la croix et la galère. Et quand les visas étaient ouverts, ça marchait d'ailleurs beaucoup mieux. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais je suis là pour vous dire, il y a différents marchés. La dictature, ok, mais faites gaffe, les dictatures, c'est instable. Même Cuba, bon, ça commence à se fissurer. Vous me direz qu'il y a la Chine, là, on a de la perspective, et d'ailleurs, on peut en profiter pendant encore un certain temps. Mais le monde arabe, on voit bien que c'est en difficulté. Même en Égypte, ils ont remis en place un régime autoritaire. Il n'y avait sans doute pas d'autre solution, je ne porte pas de jugement. Mais bon, pour le tourisme, visiblement, ils ne tiennent pas assez bien le pays. Et puis il y a tous les pays qui essaieraient de sortir de la pauvreté, qui essaieraient d'avancer vers un régime semi-démocratique, mais qui seront des pays effectivement beaucoup plus difficiles pour le touriste, parce qu'ils seront plus agités, parce qu'il y aura des tensions, parce qu'il y aura des conflits, des attentats, etc. Et comment on fait ? Comment on se donne des missions dans le monde du tourisme pour avoir des buts, pour dire, comme je dis, sur l'Algérie, c'est-à-dire effectivement, il faut que le monde du tourisme ait un discours sur le rapport entre la France et l'Algérie, en disant,
pour apaiser nos banlieues, réouvrons les visas. Les deux font couple. D'ailleurs, je vous rappelle que les visas n'ont été supprimés qu'au moment des attentats sur l'Airbus, sur l'aéroport de Marseille. Je crois que c'était en 1994. Donc il faut réfléchir à ces choses-là. Au fond, définissons un droit au voyage réciproque. Et je pense, si vous voulez, que, bien sûr, pas immédiatement, les choses doivent prendre du temps. Il faut que les gens aient le sentiment qu'au moins leurs enfants pourront voyager aussi. Parce que si le monde moderne est dominé par une classe créative qui serait dans le cœur des villes, regardez la liste des gens qui ont été tués l'autre jour, c'est fascinant. C'est des universitaires, c'est des gens de com, c'est des gens immigrés mais dynamiques qui tenaient le resto, tout ça, des petits patrons, tout ça, ceux que vous connaissiez. C'est effectivement des gens qui travaillaient dans le cinéma, etc. C'est ça la classe créative. C'est pas que des mecs basse plus 12, mais c'est des mecs engagés dans la mélange, une espèce d'art de vivre où culture, restauration, tourisme, high-tech, boulot, travaillent, puis aussi bien après, ils prennent une année sabbatique, ils partent, une année de recul, on dit maintenant. Je prends une année de recul. Moi, je vois les étudiants, ils me disent cette année, je prends une année de recul. Je dis, mais t'es en deuxième année. Ouais, mais je prends une année de recul. Bon, je prends une année de recul. Mais pourquoi pas, je veux dire, si ça leur permet de voyager, de s'ouvrir au monde, etc. Voilà. Donc, pensons au droit au voyage réciproque. Et chez nous, vous savez, j'ai été consulté là-dessus, notamment par le président de la République. Il me dit, Jean, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, écoutez, monsieur le président, enfin, en fait, je le tutoie, mais je ne vais pas le faire ici. Je lui dis, écoutez, monsieur le président, généraliser le voyage en France à 16 ans. Faites comme objectif qu'à 16 ans, tous les jeunes aient droit à une semaine de voyage en France. On ne peut pas aimer la France si on ne la connaît pas. Si on dit à des gens qui n'ont jamais quitté leur quartier, tu dois aimer la France, ils disent, mais attends, je ne suis jamais sorti de là, c'est où la France? C'est la majeure partie des gamins des banlieues. Vous savez, le voyage en France comme phénomène d'unité nationale, c'était la grande idée du XIXe siècle. Si vous tapez voyage en France au XIXe siècle, vous aviez des dizaines et des dizaines de livres, de Georges Sand en a fait, etc. L'idée, c'était qu'il fallait voyager dans le pays, le connaître les géographies, les architectures, etc. Comme le voyage en Europe. Les gens de l'Europe du Nord connaissent l'Europe du Sud. Mais qui connaît la Suède, qui connaît le Danemark, qui connaît la Bavière? Personne, très peu de monde. Donc, si vous voulez, pour faire corps politique, il faut connaître le territoire. C'est essentiel. La généralisation du voyage en France à 16 ans pour une semaine, c'est avec tous les billets de TGV inutilisés, etc., dans les auberges de jeunesse, il y a des fondations comme Vacances Ouvertes qui s'y sont essayées à petit tas. Il faut redonner du sens au voyage. Il faut lui donner le droit au voyage réciproque. Et il faut demander, se battre pour obtenir que tous les jeunes à 16 ans passent une semaine en voyage. Il y a une région qui fait des choses très intéressantes, c'est la région de Toulouse, depuis extrêmement longtemps, où effectivement ils considèrent que tout jeune qui est au lycée, donc c'est qu'une partie des jeunes, doit être parti au moins 15 jours de son domicile. Et ils ont fait ces alliances avec les professionnels, certains ici sans doute le savent, pour permettre que les professionnels prennent moitié prix, la région prend moitié prix, pour que tout gamin de la région de Toulouse ait vu la mer et la montagne. Mais ce sont des choses essentielles. On ne peut pas vivre dans une société où les uns sont dans l'extraordinaire liberté de la mobilité, etc., de l'amour, du sexe et de l'argent, et où les autres se sentent complètement abandonnés. S'il y a trop d'écart, à un moment, il se passe ce qui est en train de se passer. Et je pense, si vous voulez, que le monde du tourisme a fait un boulot fantastique. Il a développé. Puis à un moment, on a été pris dans les mots d'industrie touristique, etc., ce qui était bien. Il fallait être professionnel, les gens le demandaient, nos clients ils sont aussi compétents que nous. Au fond, on leur a vendu notre compétence, si on peut dire les choses comme ça. Donc ils demandent, effectivement. Puis Internet impose que les trucs soient vraiment ce qu'on a promis, etc. Mais derrière, redonnons du sens, non pas pour faire de la politique, mais pour apparaître comme on a quelque chose à dire à la société. Et ce quelque chose qu'on a à dire à la société et qu'on a à dire entre les sociétés, c'est que la mondialisation se construit par le voyage, par des hommes qui se rencontrent, et pas où les uns vont regarder les autres, mais où chacun, à tour de rôle, peut aller parcourir la culture de l'autre. Et je pense que des mouvements comme les vôtres, qui sont puissants, pourraient porter un certain nombre de ces revendications, y compris pour recharger en désir le voyage, qui ne doit pas être simplement un phénomène de consommation, mais qui doit être évidemment un phénomène social total, comme on aurait pu dire. Merci.